Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo et Zogma à quoi tu joues mensuel. Comme d'habitude, on va parler de 5 jeux, on va parler de Lands of Galzyr, on va parler de Miller Zoo, The Game Extreme, Scoventyr et le Roll and Write Three Sisters. N'hésitez pas à parcourir la barre de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et puis, nous, on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec Three Sisters, un jeu de Ben Pitchback et Matt Riddles, édité par Motor City Game Works. C'est un jeu qui n'est jamais sorti en France. Et souvent, quand on parle de Roll and Write, on parle souvent de celui-ci. Il est souvent considéré comme le meilleur des Roll and Write et du coup ça m'a toujours un petit peu titillé. Moi, vous les voyez pas, mais j'ai toute cette rangée là, ce sont des Roll and Flip and Write, donc j'ai toujours eu envie de l'essayer. Sauf que du coup, allez l'acheter en import sur eBay, il est je crois à 50 €, vous prenez des douanes, vous prenez des frais de port, etc. Un peu compliqué. Et finalement, je l'ai trouvé dans la boutique belge Golden Meeple. Sur leur site internet, il était je crois à 35 €, ce qui était un prix plutôt correct. Donc je me suis dit c'est le moment de l'essayer, voir si c'est vraiment le meilleur des Roll and Write qui n'a jamais existé. Et j'ai été un petit peu déçu et ça, finalement, on pourrait se dire que c'est assez normal. Quand on attend vraiment un jeu, quand on en attend beaucoup, on est toujours un petit peu déçu et les attentes sont toujours supérieures à ce qu'on a en réalité. Dans ce jeu, on va parler de la Sainte Trinité et les Three Sisters. C'est un mélange. Alors, ils expliquent un peu. Si vous prenez des courges, une citrouille, que vous prenez... j'ai déjà oublié c'est quoi les deux autres plantes. Ah oui, c'est écrit derrière. On a le corn. Donc, corn, c'est le blé. On a les citrouilles et on a les pois. Cette Sainte Trinité vont faire qu'elles vont aider à s'auto-produire, à s'auto-améliorer. Et ça permet d'avoir, du coup, des plantations de belle qualité. Ça, c'est un peu pour l'idée du jeu. Donc, globalement, on va régler, on va gérer notre jardin, on va gérer nos plantations, on va gérer notre cabane à outils, essayer de récupérer des outils pour faire une plantation de meilleure qualité. Les fiches sont plutôt sympas, on a des petits dés orange qui sont orange translucides qui nous font penser à des citrouilles. C'est assez rigolo, on a un petit plateau avec un meeple et tout simplement quand on va lancer les dés, on va ranger les dés par ordre j'allais dire chronologique, mais pas du plus petit au plus grand, à partir de ce meeple, et du coup, ces dés vont se répartir sur différentes actions. Vous choisissez un dé, votre adversaire prend un dé ou l'automa si vous jouez tout seul, et après vous serez obligé de faire l'action qui reste, qui est avec la valeur la plus petite. Donc à vous de choisir finalement dans quel ordre vous préférez faire ces actions pour anticiper un petit peu. Et donc en fait globalement, quand vous prenez un dé, vous prenez la valeur ça vous donne le numéro de la zone, il y a 6 zones au niveau de la fiche personnelle, et vous allez pouvoir soit planter, donc si vous plantez, vous cochez la première case, celle le plus bas, de deux plantations, soit vous arrosez, dans ce cas-là, vous cochez une case de toutes les plantations qui sont dans votre zone, qui ont déjà au moins une croix. Donc à vous de voir si vous plantez ou si vous arrosez. Et puis forcément, ce qui est apprécié par ce jeu, c'est que vous allez avoir plein de combos. Cocher une case va vous faire cacher notre case, puis cocher notre case, puis cocher notre case. À la fin de chaque tour, il y a un événement qu'on connaît à l'avance, qui va être justement peut-être la pluie qui va faire qu'on va arroser toutes nos plantations, ou un marché pour aller vendre des fruits et légumes, etc. Donc finalement, ce qui est très grisant dans ce jeu, c'est vraiment ce mécanisme de combo, et ça c'est vraiment sympa. Par contre, moi ce que je lui reproche, c'est que le scoring est excessivement facile, on arrive à faire tout ce qu'on veut, ou presque. On va pas faire tous les outils, ça c'est une certitude, mais tous les outils ne sont pas intéressants. On va pouvoir faire quasiment toutes les plantations qu'on veut. On va pouvoir récupérer pas mal de fruits et on va pouvoir cocher pas mal d'arbres. On est vraiment très peu limité, d'autant plus qu'on joue contre un automa. Un automa qui va choisir certaines actions pour nous bloquer, pour nous empêcher de faire des choses. Et moi j'ai fait 3 parties, et je n'ai jamais ressenti cette sensation d'être bloqué. Et quand on regarde le petit bouquin, le scoring maximal, sur mes 3 première partie, j'étais jamais très loin dans la meilleure catégorie. Alors certes, je me suis amélioré entre la première et la 3e partie, mais jamais j'ai eu l'impression de faire une partie pourrie. Le jeu est vraiment trop permissif, et d'ailleurs, je me suis un peu renseigné sur BGG. Beaucoup critiquent aussi le mode solo comme étant trop simple, que la fermière qui nous accompagne ne nous bloque pas assez, et si vous jouez avec d'autres joueurs, finalement le jeu sera aussi permissif. Donc sympa, pas mal de combos, mais finalement, j'ai pas refait le point, mais je suis pas sûr qu'il rentre dans mon top. Je suis un peu déçu, j'en attendais plus de ce Three Sisters. On va enchaîner avec Miller Zoo que j'ai eu dans la Ludum Box, où je suis abonné à chaque fois. J'avais oublié de retirer la partie familiale, parce que finalement, je joue maintenant assez peu à des jeux familiaux, d'autant plus que les jeux familiaux, il y a très peu de mode solo, donc souvent ce sont des jeux que je ne joue pas, et j'avais oublié de décocher, et j'ai reçu Miller Zoo. Miller Zoo, un jeu qui m'intéressait, qui est un zoo, c'est un peu comme le zoo de Beauval, mais au Canada, et c'est un jeu de coopération, donc forcément qui dit jeu coopératif, on peut jouer tout seul, très simple. Vous avez à chaque tour tiré des cartes
événements. Ces cartes événements vont vous dire que tel animal a besoin d'eau, que tel animal a besoin de soins, et vous allez tirer pour vos personnages. Des personnages, vous allez tirer 4 cartes pour chaque personnage que vous utilisez. Ces cartes, ce sont des ressources. Vous dépensez une carte pour vous déplacer d'une zone à l'autre, d'un enclos à l'autre. Et quand vous êtes sur cet enclos, vous avez des cartes, vous dépensez des cartes pour pouvoir retirer des icônes de ces besoins. Si vous avez une carte avec 2 besoins qui correspondent, très bien, avec une seule carte, vous retirez 2 des besoins de vos animaux. Mais vous allez essayer de recruter des nouveaux animaux dans votre zoo, forcément, et donc vous pouvez aller dans la zone d'accueil. Les animaux qui veulent rentrer dans votre zoo ont aussi des besoins. Si vous arrivez à les défausser ces cartes, leur mettre en file d'attente, vous n'êtes pas obligé de récupérer l'animal en un tour, vous pouvez aller poser des cartes, mais dès que vous avez posé toutes les cartes de cet animal, eh bien cet animal revient dans votre zoo. Plus vous avez d'animaux, plus potentiellement ils vont avoir des besoins, parce que quand vous tirez une carte disant que tous les animaux ont besoin d'eau, tous ceux qui sont sensibles à l'eau prendront une goutte d'eau. Donc attention, il y a un petit timing. Si vous récupérez trop d'animaux d'un coup, vous allez peut-être un petit peu limité. Donc il va peut-être falloir commencer à essayer de mettre le plus de cartes sur ces animaux pour tout d'un coup comboter et tous les finir d'un coup, parce que la partie se termine quand vous allez réussir à rajouter dans vos eaux tous les animaux de la partie. C'est un jeu qui est assez simple, qui fonctionne bien, mais surtout ce qui fait que le jeu est vraiment sympa, c'est qu'il y a un côté legacy, on peut le dire, non destructif, mais si un petit peu quand même, c'est que vous avez au départ, sans trop vous spoiler, vous avez une petite catégorie, une faible catégorie d'animaux. Vous allez pouvoir avoir de plus en plus d'animaux au fur et à mesure que vous allez ouvrir des enveloppes. Vous avez aussi 6 personnages, mais ces personnages finalement ils vont peut-être un petit peu s'améliorer avec le temps. Ils vont peut-être se spécialiser en fonction, comme ce sont des vrais, je vais dire des vrais acteurs, des vrais professionnels du zoo, et bien ils ont chacun plus ou moins leur tâche. Et bien là pareil, ils vont se spécialiser et ça va rendre les parties finalement plus variées. Et puis côté toujours sympa, c'est que quand on réussit un défi, on retourne le plateau, on prend le petit autocollant et on le colle. Et vous avez aussi des défis annexes qui vont vous obliger à refaire certaines manches avec certaines conditions, avec plus de difficultés parce qu'il y aura plus d'animaux, etc. C'est assez sympa. J'ai pas réussi tous les challenges. Le premier défi est très simple, il y a 24 défis en tout. J'ai fini l'histoire principale, mais il y a 2 défis qui me semblent quasi impossibles. J'ai rangé le jeu, j'ai fait 13 parties, j'ai passé quand même pas mal d'heures dessus, je pense avoir fait le tour, je vais pas me casser la tête pour faire ces 2 derniers défis, surtout que je joue seul, mais franchement le jeu est très sympa, je m'attendais à moins bien que ça, surtout après la première partie, mais au plus on joue, au plus on a envie d'aller chercher le petit autocollant de plus pour avancer sur notre plateau. Et puis finalement les parties sont assez rapides, c'est une demi-heure, donc ça se joue bien. Franchement, si vous cherchez un petit jeu coopératif pas trop difficile d'accès, c'est dès 8 ans, et bien vous pouvez jouer à ça, un jeu donc Thomas d'Agenais-l'Espérance et illustré par Jocelyne Bouchard et Marjorie Gros, et franchement ça fait le travail. The Game Extreme, The Game tout court, édition haute en couleur, c'est le jeu préféré de ma compagne, le jeu quand on joue ensemble où on joue le plus, un petit jeu très malin où vous allez devoir, vous aurez une main de cartes, vous n'aurez pas le droit de communiquer, ou très très peu en tout cas, avec vos coéquipiers, et vous allez devoir essayer de jouer toutes les cartes de votre main et de la pile, toutes, il faut toutes les placer, et ces cartes, vous aurez 4 piles, 2 piles qui vont de 1 à 100 et 2 piles qui vont de 100 à 1, donc à vous d'essayer de les jouer petit à petit. Le jeu est très sympa, il est assez... il est pas si facile que ça parce que votre taux de victoire sera quand même assez faible parce qu'il y a comme toujours un peu de hasard, etc. D'autant plus que vous ne pouvez pas communiquer. Et le petit truc qui est sympa, c'est ces sauts. C'est-à-dire que sur la ligne où vous montez de 1 à 100, vous mettez 50, 51, 52. Si jamais vous mettez un 42, donc vous reculez de 10, et bien vous avez le droit, vous pouvez revenir en arrière, donc faire des bonds de 10. Et des fois, il y a des côtés ultra jouissifs. Vous faites 52 et 42, 32. Et là, franchement, vous êtes super heureux. Surtout quand c'est votre associé qui passe la carte que vous ne pensiez pas que vous allez reculer la pile d'autant, et ça c'est vraiment jouissif. Et là on a cette version extrême, je n'y avais jamais joué, ça m'intéressait pas trop parce que The Game c'est pas un jeu très beau, c'est un jeu qui est très monochrome, très sombre, là vous le voyez, toutes les cartes sont comme ça, et moi j'avais récupéré l'édition auto couleur, donc qui était super jolie, plein de couleurs, etc. Et du coup c'était agréable. Et j'ai vu une partie sur la chaîne Carnet de jeu que j'aime beaucoup, et qui montrait une partie de The Game Extreme, et je me suis dit c'est vrai que ça renouvelle un peu les parties. En quoi ça renouvelle les parties? C'est que vous allez avoir des pouvoirs spéciaux. Des pouvoirs qui vont vous dire que normalement vous êtes obligé de jouer au moins 2 cartes par tour. Et bien dedans il y aura des cartes, si vous la posez, vous serez obligé de poser au moins 3 cartes. Certaines qui vont vous dire vous jouez toutes vos cartes sur une seule et unique pile. D'autres qui vont vous dire que vous ne pouvez plus repiocher de cartes à la fin de la partie. Donc finalement ça vous met tous des petits bâtons dans les roues qui font que le jeu, qui est déjà pas simple,
et encore moins simple, mais ça renouvelle un peu les parties, parce que c'est vrai que quand on joue toujours avec la même personne, qu'on a des automatismes, on va pas gagner toutes les parties, mais on commence à reconnaître les petites mimiques pour dire comment on va jouer, etc. Là, ça rajoute un peu de chaos et donc un peu de fun. On a fait quelques parties, ma compagne préfère toujours l'édition normale à cause de ce côté graphique qui est trop sombre, mais elle n'est pas contre faire quelques petites parties d'extrême, et c'est vrai que ça varie un peu les plaisirs. Avant-dernier jeu, on va parler de Scoventyr, le dernier jeu de chez Impatience, donc la maison d'édition de Chalice Orbet avec l'univers, mais là c'est pas l'univers, c'est l'univers danois. C'est un jeu de Morten Monrad Pedersen et illustré par Vincent Dutré. On est dans la mythologie danoise. C'est assez sympa, on va être pourchassé par Gamle-Erik qui est le diable, et en fait on va contrôler Vogtr qui est l'âme de la forêt, et il va essayer de nous rattraper, et pour ça il va nous poursuivre dans la forêt, il va brûler les arbres, etc. Il va invoquer des démons que nous on va essayer de chasser grâce aux anges déchus qui nous accompagnent dans cette forêt. C'est assez sympa, ça nous permet de découvrir cette mythologie danoise qui finalement est quasiment inconnue par nos contrées. C'est un petit jeu coopératif mais qui se joue très bien en solo, qui je pense se joue mieux en solo qu'en multijoueur, mais j'ai pas joué en multijoueur. Déjà j'aime bien, graphiquement, on est dans un autre univers, c'est du Vincent Dutré, donc c'est toujours très beau, mais on est vraiment dans un univers avec des personnages qu'on connaît pas, avec certes des personnages qui ressemblent un peu à des Léprochaunes, ça on connaît, mais il y a vraiment tout un univers assez nouveau, et moi ça me permet de me dépayser. Le jeu va être assez malin, c'est vraiment une course-poursuite. Vous avez des arbres, les arbres qui correspondent à vos points de vue, vos points de vie, et vous avez Gamle-Erik d'un côté et votre blaireau, parce que Vogtr c'est un blaireau qui va être à l'opposé dans la forêt. Et puis vous allez avoir une main de cartes, et puis vous allez avoir une rivière. Dans cette rivière, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, prendre une carte. Pour prendre une carte, il y a un coût à payer. Un coût qui va être des fois de défausser des cartes, un coût qui va être des fois de retourner, de brûler les arbres de la forêt. Et si un arbre est sur la face brûlée, la prochaine fois que vous devez brûler un arbre, eh bien vous retirez la carte, ce qui fait que Gamle-Erik sera à moins de cases de distance de vous. Certaines cartes, au contraire, vont vous faire justement avancer Gamle-Erik, et s'il vous rattrape, eh bien c'est game over. Donc vous allez récupérer certaines cartes, et vous allez pouvoir placer certaines cartes dans la forêt. Vous pouvez placer que des cartes du même type d'espèce. Et puis vous avez des ennemis qu'il va falloir chasser. Pour les chasser, l'ennemi de niveau 4, il faut que dans votre forêt, il y a 4 cartes du même type pour le supprimer. Mais une fois que vous avez du coup placé vos cartes et chassé l'ennemi, les cartes sont supprimées, vous ne récupérez jamais les cartes utilisées. Pareil, vous avez un pouvoir, si vous ne voulez pas le mettre dans la forêt, vous pouvez utiliser le pouvoir assez fort de votre carte, mais pareil, elle va dans la défausse. Donc votre paquet de cartes va de plus en plus devenir petit. Vous allez dire, bon, c'est pas très difficile, sauf que Gamle-Erik, eh bien, il est perfide, il s'est infiltré dans votre deck, et donc si dans la rivière, il y a une carte Gamle-Erik, et que vous voulez recruter une carte, si Gamle-Erik est dans la première position, vous serez obligé de le récupérer, et donc lui, il avance d'une case, en plus de vous faire perdre une carte, et donc un tour. Donc c'est un jeu vraiment de course-poursuite, où il va falloir réfléchir à nos actions pour essayer de chasser tous ces monstres avant de se faire récupérer. Un jeu qui n'est pas facile au départ à gagner, et finalement, une fois qu'on a compris la stratégie, on va gagner 2 parties sur 3, voire peut-être un peu plus, et c'est d'ailleurs écrit dans les règles, ils savent, ils sont au courant, et c'est pour ça qu'une fois que c'est fait, ils nous proposent, ils nous invitent à augmenter la difficulté, à retirer des arbres pour qu'il y ait moins pour que Gamle-Erik soit à pas grand chose de vous attraper, et surtout de jouer avec les 2 extensions qui sont proposées, 2 extensions qui sont assez sympas, mais qui effectivement rendent le jeu beaucoup plus dur. Un jeu, moi, que j'aime beaucoup, c'est des parties de 15 minutes, on sait rapidement si on a gagné ou on a perdu, donc on peut recommencer si jamais on a perdu, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la partie. Un jeu avec un univers assez fou, avec une ambiance assez intéressante. C'est un jeu que moi j'ai pas mal joué quand je l'ai reçu, et franchement c'est une belle petite boîte, je suis content de le posséder, et c'est un jeu finalement où les règles sont assez simples à retenir, on peut refaire une petite partie de temps en temps comme ça, sans vraiment se prendre la tête, vraiment très très sympa. Et le dernier jeu, qui était ma grosse pépite des soldes, j'avais pu l'avoir à 60,9€ au lieu de 90, Lands of Galzyr, un jeu édité par Two Tomatoes, un jeu c'est écrit par quelque part, un jeu de Sami Laxo et Seppo Kuukasjärvi, et illustré par, est-ce que c'est écrit quelque part? Sûrement, mais là, je le vois pas. Alors ça, c'est un jeu narratif. Un jeu narratif, mais pas un campagne, ce n'est pas un jeu Legacy, c'est vraiment un jeu narratif, c'est vraiment un jeu chill. Déjà, sachez-le, il vous faut une tablette, il vous faut un téléphone, il vous faut un livre, parce que vous n'avez pas de livre de lecture, tout ça, c'est sur une application. Et pour certains, ça va un petit peu les froisser. Moi, au contraire, je trouve ça très très sympa, plutôt d'avoir un gros bouquin, où tous les 2 secondes, il faut retourner, ou alors d'avoir des cartes par milliers. Là, c'est pas le cas, vous avez une carte qui vous dit que si vous faites cette action,
il faut faire l'action, il faut aller dans le livre numéro 365, sur l'application vous appelez 365 et vous lisez le texte. Le texte vous propose deux choix, vous cliquez sur le choix, ça vous ouvre directement la nouvelle page, ça vous évite de faire des allers-retours dans votre bouquin, et ça des fois c'est un peu chiant. Donc finalement moi ça me va très bien d'être assisté par l'application. Je pose le jeu, je pose le plateau, je pose quelques cartes sur la table, je mets mes deux personnages, en 3 minutes c'est installé et je peux jouer sans prise de tête, il n'y a pas une grosse installation, il n'y a pas des allers-retours sans cesse dans un bouquin, et ça c'est vraiment pratique. Après, le jeu va franchement diviser parce que c'est vraiment un jeu pas contemplatif, mais très chill. Il n'y a pas de grosses campagnes, il n'y a pas de gros choix épiques. Le jeu va se dérouler en jours, en semaines et en mois, mais finalement, chaque nouvelle partie, vous allez avoir une petite modification parce que vous allez jouer à un nouveau mois, donc il y a quelques événements qui vont avoir lieu. Vous allez progresser dans des quêtes annexes qui vont vous débloquer d'autres quêtes annexes avec des personnages que vous avez déjà rencontrés. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de grosses trames narratives, ou en tout cas pas après 4 parties. Je n'ai fait que 4 parties pour l'instant, donc je n'ai pas vu l'intégralité du jeu. Mais c'est vraiment un jeu détente. On fait des petites quêtes annexes, on rencontre un petit personnage, surtout des animaux. Donc on est toujours dans un univers de mignonitude, on va aider un personnage qui veut créer une montgolfière pour pouvoir voyager à droite à gauche, un autre s'est fait voler son argent, on va essayer de trouver qui l'a volé. C'est tout des petites quêtes, c'est vraiment un jeu détente, il n'y a pas vraiment de réflexion. On pourrait se dire que le jeu est cher, 90 balles, pour quelques cartes. Il y a des cartes dedans, mais pas tant que ça, surtout l'application. Et puis on fait que des lancers de dés, il n'y a pas plus de stratégie, pas plus de réflexion. C'est très 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 léger. On pourrait se dire 90 balles, c'est un peu cher. On pourrait se dire aussi que oui, mais écrire, il y a tout le texte, toute l'écriture, ok, mais quand j'achète un livre de 500-600 pages, il ne me coûte pas 90 €, il me coûte 30 €. Donc clairement, le jeu est quand même un peu cher pour ce que c'est. À 60 € le 90, ça me va très très bien, mais c'est vraiment très plaisant, c'est très mignon, ça me détend. Une partie, ça me prend 1 heure, je joue à ça en ce moment le soir après manger, et franchement, c'est parfait. Alors le jeu était décrit à sa sortie parce qu'il y avait finalement pas mal d'erreurs de traduction. Moi j'ai le kit correctif et je me suis rappelé au bout de ma 3e partie que c'est vrai, j'avais un kit correctif. Mais finalement j'ai pas vraiment ressenti le problème. Alors si, la première partie me parlait souvent de hâter, hâtez-vous. Et la première fois je comprenais pas, et en relisant les règles, je me suis dit que hâter ça devait être accéléré, et j'ai très vite compris, j'ai fait le petit amalgame. Mais finalement, ok, il y a des fois quelques petites erreurs, des petites fautes d'orthographe, quelques petits mots en trop, mais c'est absolument pas dérangeant, ça empêche absolument pas de jouer au jeu. Et j'ai pris le kit correctif pour changer les cartes, et le kit correctif, je l'ai re-rangé direct. Pourquoi ? La qualité des cartes du kit correctif n'est pas du tout la qualité du jeu de base. Les cartes sont beaucoup plus fines, elles n'ont pas du tout la même couleur, elles ne sont pas tressées de la même manière, elles sont vraiment de qualité plutôt médiocre. L'impression, elle est vraiment mauvaise. Papier beaucoup plus fin et pas du tout la même couleur. Franchement, c'est pas beau. J'ai pas envie de mélanger les belles cartes avec ces cartes-là. Le jeu est suffisamment compréhensible comme ça. Peut-être qu'il y a quelques erreurs, mais ce kit correctif, je pense que c'est une grosse connerie de nous donner cette qualité-là pour le kit correctif. C'est vraiment très décevant. Ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Donc ne jouez pas avec le kit correctif. Ne le prenez pas, le demandez pas. Le jeu reste compréhensible. Mais voilà, en tout cas, sachez-le, si vous voulez jouer à ce jeu-là, c'est pas un jeu avec beaucoup de réflexion, avec une grosse campagne. Vous n'aurez pas vécu une grande aventure à la fin, mais vous aurez vécu une belle aventure. Voilà, donc moi j'aime bien. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, mais c'est un jeu qui me permet de m'évader le soir et de penser à autre chose, de pas me plonger dans des règles super longues, de pas me plonger dans un truc. Voilà, vous avez compris, c'est un jeu de chill, un jeu détente, donc peut-être un peu cher en fonction de ce que vous attendez de ce genre de jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 5 beaux jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces jeux, que vous les connaissiez ou pas. N'hésitez pas à vous abonner. Et petite nouveauté, j'ai depuis, c'est la première fois aujourd'hui, un partenariat avec Ludum. Ludum, le site, la boutique de jeux de société en ligne où j'achète quasiment tous mes jeux, parce que c'est là où c'est le moins cher. J'achète quelques jeux dans ma boutique locale quand je vais me promener avec ma fille, mais c'est plus cher, forcément c'est local, forcément c'est une boutique physique, mais quand j'achète en ligne, j'achète tout chez Ludum. Et désormais, si vous cliquez sur les liens en description parce qu'un jeu vous intéresse, et uniquement parce que le jeu vous intéresse, si vous l'achetez grâce à ce lien, moi je gagne quelques centimes sur le jeu, donc c'est toujours mieux que rien. Dans tous les cas, il n'y a aucune obligation, vous faites bien ce que vous voulez, vous pouvez aller sur Ludum sans utiliser mon lien, ça c'est vous qui en êtes maître. Voilà, en tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!